À la une de ce journal, une autre facette du Cameroun profond, c'est l'exode rural qui prend une ampleur inquiétante à Yabassi. Invités à être des entrepreneurs agricoles, des jeunes désertent le chef-lieu du Cam, abandonnent leurs terres pour chercher fortune ailleurs. Ce grenier agricole est devenu, au fil des ans, et plongé dans les abysses du sous-développement entre l'instabilité de l'énergie, la vétusté des infrastructures de base et le chômage galopant. Vous verrez dans ce journal les tréfonds de la misère où le monde rural vit sous le seuil de pauvreté dans l'indifférence totale. Un grand reportage réalisé à Yabassi, chef-lieu du département du Cam. 3 jours de deuil national au Burkina Faso après le carnage vécu dimanche soir dans la capitale burkinabé. Les autorités judiciaires de ce pays décrivent un mode opératoire des assaillants similaire à une autre attaque survenue il y a près de 19 mois. On fait le point dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Après le calvaire des routes impraticables sur l'axe Douala-Yaoundé, voici une autre facette de ce Cameroun profond qui inquiète. C'est l'exode rural qui prend une ampleur tout à fait inquiétante à Yabassi, chef-lieu du département du Cam. Presque tout le monde abandonne ses riches terres agricoles pour chercher fortune ailleurs. Ce grenier agricole Yabassi est plongé dans les abysses du sous-développement entre l'instabilité de l'énergie, la vétusté des infrastructures de base et le chômage galopant. Des jeunes sont confrontés à une misère rampante avec un niveau de vie en deçà du seuil de pauvreté, des populations qui dénoncent l'abandon des pouvoirs publics depuis de nombreuses années, un monde rural choyé pendant les périodes électorales et abandonné durant le reste de l'année. Évocation dans ce grand reportage signé Innocent Abega et Flavien Valodongo. Nous sommes à Yabassi. C'est le chef-lieu du département du Cam. À côté du problème des infrastructures routières, Yabassi vit en mode ralenti. Les coupures prolongées de l'énergie électrique ont souvent été à l'origine des mouvements d'humeur des populations de cette localité. Vous voyez, nous sommes là, on a fait la marche l'autre dernier mois, vous avez vu. On en a mal. Chaque fois, on a des coupures. On ne comprend pas vraiment ce qui ne va pas. On ne comprend rien. Rien. Nous sommes là, les appareils se gardent dans les maisons. On ne comprend pas. On ne sait pas de là où nous vivons. Moi, je le dis. Je suis un Cameroun, je suis fier de le dire. Ceux qui me voient et qui vont me voir, qui doivent comprendre que oui, on n'a pas de parole, nous, le bas peuple, ici chez nous. C'est le roux là qui nous tue. Pour la lumière, des fois on se force, on a nos petits groupes pour avoir un peu de lumière dans la soirée, on allume et c'est très dur. C'est pas facile. Par le 1 litre de carburant chez nous, quand il n'y a pas la lumière, il n'y a ni de pétrole, ni l'eau, ni de carburant, ni rien. On souverain, on vit dans l'enfer chez nous à Yabassi. Effet des modes ou contagion, l'absence de l'énergie électrique crée obligatoirement la pénurie d'eau potable à Yabassi. Nous n'avons pas de cours d'eau proche ici là. Nous souffrons sérieusement. Une fois moi j'ai des problèmes des amis, je ne bois pas n'importe quelle eau. Je peux que boire l'eau de la Sinec ou alors boire l'eau en sachet. Vous avez vu tout à l'heure ce que vous avez dans le congélateur. C'est à travers ça que nous vivons. Mais s'il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas de lumière, nous n'avons pas de route, nous ne sommes pas informés, nous n'avons pas de réseau, nous n'avons rien. Nous sommes séparés du monde. Vraiment, ayez pitié de nous. C'est encore le Cameroun, ça. Cumulé à cela, vous avez le problème d'eau dans la ville, avec les conditions d'hygiène et de santé dans les hôpitaux. Pour ces nourrissons, pour ces enfants, il y a tellement de problèmes qui sont liés à cela. Vous avez la station de carburant qui ne fonctionne pas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le transport coûte pratiquement... J'ai un chef qui revenait, qui vient de Ndokfaya, là. Pour partir de Ndokfaya, Yabassi, il a payé 5 000 francs. Ça veut dire aller-retour, il va payer 10 000 francs pour moins de 40 km. Vous comprenez? C'est très grave. Yabassi est pourtant traversé par l'un des plus grands cours d'eau de la région du littoral, qui porte le nom de son département, à savoir l'Onkam.
La ville de Yabassi marque le pas sur place et présente le visage d'un village au fil du temps. Cette unité administrative compte néanmoins des édifices publics victimes de la négligence et même de l'abandon. Tous ou presque trempés dans des herbes où des hommes et des bêtes se disputent l'espace de vie. Les services du préfet d'Unkam, par exemple, portent encore la mention province et du littoral au lieu de région. Yabassi manque de véritable commerce. Seules quelques échoppes aux allures de boutiques attirent des personnes dans ce qui tient lieu de centre commercial du chef-lieu du département d'Unkam, qui regorge pourtant une élite de qualité. Nous avons beaucoup d'élites en Unkam. Ils ne font rien. On vit dans et ici, c'est les autorités que nous commandent. Tu ne peux pas parler, on va dire que c'est toi, c'est toi et toi. C'est pas facile chez nous ici. Donc on ne comprend pas vraiment ce que les élites veulent. Ils attendent lorsque la campagne est proche, là ils commencent à faire des promotions. Après cela, dès qu'ils ont trouvé ce qu'ils ont, ils s'en foutent de nous. Mais au niveau de la campagne, ils nous promettent de plein de choses, plein de surprises. Oh, il y aura tout pour vous, vraiment, on va faire tout pour vous, pour les jeunes. Mais après, on se rend compte que dès qu'ils obtiennent le poste qu'ils veulent, ils s'en foutent de nous. La ville de Yabassi manque d'espace de divertissement. Pas d'attractivité pouvant retenir la jeunesse, pas de championnat pour jeunes. La seule activité pratiquée ici par quelques jeunes est le transport par moto, le seul moyen de locomotion de cette localité. Les jeunes ont déserté Yabassi pour la recherche du bien-être. Les jeunes filent au village pour dire que le village c'est maudit. Il n'y a pas la route, il n'y a pas la lumière. Les jeunes sont en ville. Ils disent que non, le village c'est maudit. On cherche comment quitter le village. Non, tous les jeunes ont fui au village. Puisque tous les jeunes ne peuvent pas supporter. Vous voyez, on se lève un matin, on oublie de se balader partout, pas d'emploi, pas de rien. On a les grands élites, tout cela, ils ne font rien pour nous vraiment et c'est très mauvais pour nous. Nous sommes en campagne, mais voyez-vous que les structures économiques du chef-lieu régional Douala attirent et absorbent sur le plan des forces économiques la population de Yabassi. Et le contraire aurait surpris, tant il est vrai que les possibilités d'emploi, les facilités d'emploi, les facilités des conditions de vie sont obligées de nous absorber tout notre potentiel. C'est maintenant à nous de nous battre pour offrir à nos résidents, à nos populations, des conditions de vie meilleures. Voilà pourquoi la jeunesse qui s'est déplacée, venant passer les congés, digérait mal l'absence prolongée de l'énergie électrique. Les jeunes sont obligés de partir pour essayer de rêver un peu, pour respirer. Rien que respirer parce que la nuit ici est infernale. On ne peut pas vivre dans le noir plus de 50 ans après les indépendances. Ça ne se justifie pas. Maman nourricière du département d'Unkam et en général de la région du littoral, grâce à son riche potentiel agricole, Yabassi continue de rester à la traîne. Donc notre ville, je ne peux pas dire qu'elle n'est pas malheureuse. Elle passe seulement des moments un peu difficiles. Et je peux dire que ce sont des obstacles passagers. Nous n'avons pas de menaces sécuritaires. C'est que les d'autres unités administratives vivent sous ces psychoses. Donc il faut quand même dire le moindre mal, mieux vaut vivre ici que de vivre ailleurs. Le département d'Unkam, et singulièrement l'arrondissement de Yabassi, a besoin de se développer et de ce faire sollicite l'apport de son élite politico-administrative. C'était un grand reportage d'Innocent Abega et Flavien Valo-Dongo sur l'autre facette du sous-développement au Cameroun, et nous prolongerons l'analyse et la pertinence de cette problématique de l'exode rural, mais aussi de l'abandon de l'arrière-pays en deuxième partie du journal avec le maire de Yabassi. Il est l'invité de ce journal. Dans le reste de l'actualité, que sont devenus
des commerçants sinistrés du marché central et du marché Congo à Douala. Plus de 5 ans après une série noire d'incendies ayant ravagé plusieurs dizaines de boutiques, les victimes dénoncent la lenteur observée dans la réhabilitation et la modernisation de ces espaces marchands. Recasés sur la voie publique, ces victimes, commerçants sinistrés, n'ont pas toujours regagné leur boutique initiale et le mécontentement se lit sur les visages de ces commerçants recasés dans des endroits exigus, insalubres et peu sécurisés. Dani Warenzede et Sylvestre Zangao. De nombreux sondages révèlent que depuis sa création, le marché central de Douala figure parmi les plus fréquentés de la sous-région Afrique centrale, mais aussi parmi ceux qui ont connu les incendies les plus violents. La preuve, cet espace de plusieurs mètres carrés témoigne 8 ans après de l'ampleur des flammes qui avaient ravagé plusieurs boutiques en décembre 2009. Les murs portent encore les séquelles du passage du feu et les câbles pointés du doigt comme étant l'une des causes de l'incendie du fait de leur branchement anarchique jonchent encore le sol. Au marché Congo, lui aussi régulièrement visité par le feu, de nombreux commerçants n'ont toujours pas regagné leur boutique. C'est ici, en pleine chaussée, sur l'axe douche municipal Carrefour Anatole, que la communauté urbaine de Douala les a recasés, dans des boxes d'à peine 1 mètre carré pour certains, et aux grandes dames des automobilistes à qui la circulation a été fermée. Dans ce marché situé dans la rue, les conditions de travail ne sont pas toujours faciles. On était au marché là-bas, ça s'est brûlé. On nous a recasés ici au goudron. Quand on nous recasait, on nous a dit que c'était pour un temps, que c'était pour 1 an. Qu'on supporte en attendant qu'on construise le marché. Mais ça fait plus de 5 ans que nous sommes ici. Parfois, tu tournes ton dos, tu reviens qu'on a porté ton sac et on est parti avec. Quand nous sommes ici, on ne sait même pas ce qu'on fait ici. Et c'est parce qu'il faut qu'on déménage d'ici, on part là-bas, que chacun construise sa boutique et reste là-dedans. Si tu veux te mettre à l'aise, tu n'as qu'à prendre la moto sans francs, tu vas aux toilettes publiques au marché central avant de revenir. C'est comme ça qu'on fonctionne ici. L'insécurité est également au rendez-vous. Il y a des pertes, nous sommes en plein air, il y a des bandits, il y a des pickpockets, il y a des nangaboko qui nous embêtent, qui nous raquettent même. Il y a des gens qui viennent demander 100 francs, 200, machin, qui raquettent. Si vous ne donnez pas 100 francs, vous ne donnez pas 200, le soir, ils vous promettent de venir. C'est ce que j'ai vécu ce matin. Qu'ils construisent le marché. On veut rentrer dans un marché bien construit. C'est ce qu'ils nous ont promis au début. Au départ, ils ont dit que c'était pour 6 mois. Aujourd'hui, on ne comprend plus rien. Pourtant, l'installation ici n'est pas gratuite. Notre contribution est de l'ordre de 3 000 francs mensuels. Nous versons aux percepteurs. Nous versons aux percepteurs qui envoient des collecteurs collectés. C'est pour le compte de la communauté urbaine. 600 stands, à raison de 3 000 francs par stand. Les commerçants attendent donc toujours que la communauté urbaine de Douala mette un terme à cette situation provisoire pour 6 mois au départ, mais qui perdure depuis plus de 5 ans. L'Université d'État de Marois a désormais son propre site pour la construction de son campus. Cependant, les voies d'accès sont impraticables. Une fois les charges de location réduites, cette institution compte poursuivre son plan d'investissement pour la prochaine année académique 2017 et 2018. Des couleurs mariales ont illuminé des paroisses catholiques pour symboliser la pureté spirituelle de la Vierge Marie, la mère de Jésus-Christ, élevée au ciel en ce jour d'Assomption. Le blanc est le signe de renoncement aux valeurs matérielles, la libération de l'âme et l'élévation spirituelle, une des couleurs mariales qui a été célébrée et qui a marqué donc la célébration de l'Assomption en ce jour. Des précisions dans ce reportage signé François Dikoumet et Mirabel Mazo. La Vierge de l'Immaculée Conception est élevée dans les cieux. La mère aux 3 couleurs symboliques, rose, bleu et blanc, a triomphé de la mort et est glorifiée dans le ciel, à l'exemple de son Fils unique. À l'autel de la cathédrale Saint-Pierre et Paul d'Aqua, comme une fleur rose, dans le jardin de Dieu, le rose représente cette femme vertueuse, prête à tout pour inculquer de bonnes valeurs à ses enfants. Marie est plus connue sous le symbole de la pureté, belle représentation de la couleur blanche qui décore ses effigies et surtout sa statuette. Le blanc symbolise la pureté, le blanc symbolise la rédemption,
Ça symbolise la victoire de l'amour sur la haine, la victoire de la vie sur la mort. Parce qu'en fait, c'est cela l'ascension. Dans le jardin de fleurs roses, à un cœur pur blanc, Marie entre dans la gloire de Dieu à travers la couleur bleu ciel. Un ciel ouvert pour accueillir toutes les doléances d'une maman. Marie est d'une complicité légendaire. Vous savez, il y a une histoire qui dit que lorsque les fidèles arrivaient au ciel et que Saint-Pierre fermait la porte pour vérifier quel a été ton état de vie et tout ça, Marie passait par derrière et ouvre la porte et souffle à ses fidèles, venez pas ici. Et lorsque Jésus est entré, il s'est posé la question, pourquoi il y a tant de convives dans ma salle? Et Saint-Pierre lui dit, n'est-ce pas ta mère qui a ouvert une porte par derrière et qui fait entrer les gens? Donc vous comprenez tout de suite que Marie, comme notre mère, comme toute mère d'ailleurs, ne peut pas laisser ses enfants dehors, ne peut pas laisser ses fidèles souffrir, quand bien même c'est difficile, elle fait ouvrir des brèches ailleurs pour faire passer les fidèles, pour qu'on sache compter sur elle et qu'on sache prier avec elle. C'est pour exprimer la beauté de cette maman, la grandeur de son cœur et sa pureté de femme chaste, dévouée et obéissante que la paroisse Saint-Jean de Deido, en communion avec toutes les églises catholiques du monde entier, lui rendent un hommage chaque 15 août à la célébration de l'Assomption. C'est parce que Marie est la mère de Dieu, Jésus a vaincu la mort à travers sa résurrection. Et Jésus est le premier des ressuscités. Il est donc normal que la mère de Jésus, au terme de sa vie terrestre, puisse en bénéficier en premier la résurrection qui est destinée à tous les hommes. Arborer des tenues aux couleurs mariales est pour beaucoup de femmes l'expression de sa présence dans leur mouvement d'action catholique et surtout dans leur vie. Le regard, c'est la première recommandation dans tout ce qu'on fait. Donc on a choisi cette tenue très simple. Pour voir le blanc, ça signale la pureté. Nous sommes habillés ainsi parce que c'est notre fête aujourd'hui, c'est la promotion de cette vieille. C'est un symbole de la Sainte Vierge Marie. Comme c'est sa fête aujourd'hui et les effigies de Marie sont dans cette tenue. Marie est entrée ce jour comme reine au palais de Dieu. Dans l'escale internationale, 3 jours de deuil national au Burkina Faso. Le pays a vécu un carnage dimanche soir. 2 assaillants à moto armés de Kalachnikov ont ouvert le feu sur une terrasse d'un restaurant tuant plus de 15 personnes. Les autorités judiciaires burkinabées décrivent un mode opératoire similaire à une autre attaque terroriste survenue il y a près de 19 mois dans la capitale burkinabé. On fait le point avec Ket Diarra. Le Burkina Faso continue de pleurer ses morts, 18 exactement, qui sont décédés dans l'attentat terroriste de ce dimanche au soir au café-restaurant Aziz Istanbul, alors prisé par une clientèle d'expatriés. Lundi, le président burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré a décrété 3 jours de deuil national, en précisant, je cite, « Le Burkina Faso se relèvera de cette épreuve, car son vaillant peuple opposera une résistance sans concession au terrorisme. » Fin de citation. Pourtant, le peuple en question tarde encore à réaliser ce qui s'est réellement passé. Après plusieurs recoupements, la procureure du Burkina Faso, Maïsa Sérémé, a décrété que les assaillants étaient très jeunes. Les investigations menées jusqu'à ce jour renforcent la thèse de 3 assaillants. Sur les 3 assaillants, 2 présentent des traits sahéliens, tandis que le 3e de teint noir présente des traits soudaniens. Le matériel employé pour l'attaque rapproche l'enquête de la filière djihadiste auteur de l'attaque du Radisson Blu au Mali. Ils sont allés au combat pour mourir. Ils se sont remorqués sur une moto pour arriver sur le lieu du crime. Chacun des terroristes était armé de AK-47, des fusils d'assaut Kalachnikov. La suite de l'histoire, tout le monde la connaît. Ils ont ouvert le feu sur la clientèle, assise en terrasse, avant de pénétrer dans l'immeuble qui abrite le restaurant Café Istanbul. Les 2 terroristes vont arracher la vie à 18 personnes,
blessant grièvement 22 autres, parmi lesquels des enfants. Ils seront rattrapés à 4 heures du matin par l'armée. Cette attaque présente des similitudes avec une autre qui remonte au 15 janvier 2016 au café Cappuccino, situé alors à 200 mètres du café-restaurant Aziz Istanbul. Cette fois-là, le commando avait fait 30 morts et 71 blessés. Une attaque qui avait été revendiquée par Al-Qaïda au Maghreb islamique. Si aujourd'hui le Burkina Faso est le théâtre du terrorisme, rappelons surtout qu'il le doit d'abord au contexte régional et à son voisin le Mali. Les djihadistes de la région lui reprochent de fournir des casques bleus à la mission des Nations Unies au Mali, d'offrir l'hospitalité aux forces spéciales françaises, mais surtout d'être engagé dans le G5 Sahel. Yabassi, chef-lieu d'une CAM plongée dans les abysses du sous-développement, dans une misère rampante où le monde rural vit sous le seuil de pauvreté. Comment expliquer cette situation qui perdure depuis plus d'une dizaine d'années? Nous en parlerons ce soir avec le maire de Yabassi, invité de ce journal, Jacques Maboula Maboya. Il interviendra en deuxième partie de ce journal. Mais avant, cet élan patriotique des Camerounais dans la région du Sud, ils ont voulu eux aussi répondre au président de la CAF sur l'impréparation du Cameroun d'organiser cette CAN 2019 et Bolova qui s'est dit être prête pour accueillir une poule de la CAN des Camerounais déterminés dans le Sud à vouloir eux aussi défendre la capacité du Cameroun à pouvoir organiser cette compétition prévue en 2019. Reportage Roger Takala et Gladys Sidi. Le match de gueule se poursuit. Cette fois, la ville d'Ebolova rentre dans la danse. Les habitants ici ont hâte de vivre la grand-messe du football continental en 2019. Certains n'ont pas hésité à répondre au président de la Confédération africaine de football. Le président de la CAF a tort de vouloir engager cette cabale contre tout un pays. C'est là ses antécédents contre l'ancien président de la CAF, son prédécesseur, qui règle ça comme ça de manière interpersonnelle, mais à s'attaquer à l'honneur de tout un pays comme le Cameroun, je crois qu'il manque de fair play dans sa stratégie. Donc les arguments de préparation, de manque de préparation ne tiennent pas la route. Le Cameroun tient sa canne. À mon humble avis, je pense que Ahmad Ahmad, qui est l'homme de main d'Infantino, le président de la FIFA, qui lui avait des comptes avec Issa Hayatou, fait cet acharnement pour assouvir les sentiments de Infantino. Parce que comment comprendre? Mieux, à Ebolova, on se dit prêt à abriter une poule lors de cette compétition. Le délégué du gouvernement pour la communauté urbaine d'Ebolova vient d'engager un plaidoyer auprès du ministère des Sports pour que la ville d'Ebolova abrite une poule de la CAN. Et quand vous vivez à Ebolova, vous savez que nous sommes à 1 heure exactement de l'aéroport de Yaoundé-Simalène. Ça c'est un atout. Nous avons des infrastructures hôtelières. Il y a un hôtel 4 étoiles qui est en train d'être achevé. Il y a un autre hôtel, mais il y a des infrastructures hôtelières, touristiques. On a un centre hospitalier de référence qui est en train d'être achevé à Ebolova. Donc Ebolova a tous les atouts nécessaires pour abriter une poule de la CAN. Après 1972, le Cameroun et surtout les Camerounais ont hâte de vivre ces moments, l'effervescence autour d'une Coupe d'Afrique des Nations. La Fédération camerounaise de football a récemment reçu le cahier de charge. Il prévoit 6 stades pour la compétition, dont 2 stades d'au moins 15 000 places, 2 autres d'au moins 20 000 places et les 2 derniers d'une capacité d'au moins 40 000 places devront accueillir le match d'ouverture et la finale du tournoi. Pour les séances d'entraînement, la Confédération africaine de football exige 2 stades par site. Les stades ayant été retenus par l'instance africaine du football pour la CAN 2019. La première à 24 équipes. Le complexe sportif d'Olembe pour le groupe A. Le stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé pour le groupe C. Le complexe de Japoma pour ce qui est du groupe B. Le stade Omnisport de Bafoussam pour le groupe D. Celui de Limbe pour le groupe E. Et le stade Rumde Adja de Garoua pour le groupe F. La première mission d'inspection de la CAF arrive au Cameroun le 20 août prochain. Dans une poussière de seconde, la deuxième partie de ce journal. Je reçois sur ce plateau le maire de Yabassi, Jacques Maboula Boya. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez suivi dans ce journal le cri de détresse des jeunes de votre municipalité. Vous faites partie des autorités locales, des forces vives. Pourquoi rien n'est fait?
pour changer ce quotidien difficile des jeunes à Yabassi? Écoutez, il y a des raisons endogènes et il y a des raisons exogènes. Les premières? Les premières raisons endogènes sont liées à l'absence de plaidoyer et de leadership politique structurant de nos localités. L'essentiel de ceux qui ont incarné le NCAM aux côtés du chef de l'État jusqu'à ce jour n'ont pas véritablement fait de la vie au quotidien des populations la priorité en matière de financement des marchés publics. L'État du Cameroun a suffisamment mis de l'argent au service des communautés, mais ça n'intégrait que des projets dits affairistes qui pouvaient être exécutés par une catégorie de personnes parce que ces projets généralement sont surfacturés et exécutés à la base pour se faire le max d'argent. Quand on sait que l'eau, la lumière, la route, le pont, bref, les infrastructures sociales de base sont la vie au quotidien des populations, c'est-à-dire que plusieurs personnes dans notre département n'envisagent même pas un jour vivre dans le NCAM. Parce que si ces personnes envisageaient vivre un jour dans le NCAM, elles auraient la préoccupation de faire passer les routes, les ponts, donner de l'eau au quotidien. Est-ce que ce n'est pas le rôle des pouvoirs publics et non de quelques personnalités, fût-elles ministres de la République? Dans un dysfonctionnement de la programmation nationale du développement, force est de constater que l'essentiel de nos financements se font par des réseaux et des lobbies. Et ce qui est dommage pour de nombreuses localités. Parce que Yabassi, c'est la vitrine de nombreuses villes, Minta, Yokadouma, Batouri, etc., qui connaissent cette même réalité. Le développement du Cameroun n'est pas planifié, organisé. Pourtant, il y a une décentralisation qui est mise en œuvre et que le gouvernement vante tant, avec quelques ressources qui vous sont transférées à vous les maires. La délégation de crédit, ce n'est pas le transfert de ressources. La délégation de crédit, ça veut dire que des hommes nommés par décret à Yaoundé donnent ce qu'ils veulent dans des localités. Et très souvent, ça ne correspond pas aux priorités locales. Quelques ministres encore commencent à déployer véritablement la décentralisation au sens de la délégation de crédit en termes de dotation de cartons pour des forages, d'éclairage solaire, etc. Mais ces ministres ne sont pas nombreux parce que beaucoup ont très peu compris ce que c'est que la décentralisation. Jacques Maboula Boya, quelles sont les priorités de vote par le pouvoir central de Yaoundé? La priorité de Yabassi, c'est déjà l'aménagement urbain, le confort résidentiel minimum, la création des aires de jeux, de loisirs, l'eau, l'électricité, les routes, les ponts et naturellement de l'activité économique, donner à ces populations le pouvoir d'avoir une emprise sur les terres, sur le foncier, sur le bois, pour la transformation locale, la valorisation du sable du fleuve, transformé en carreaux, c'est faisable. Ça demande que l'État du Cameroun fasse véritablement de la décentralisation, c'est-à-dire mettre à disposition des localités un argent disponible qui sera utilisé efficacement à la base, parce que sans argent, même votre bonne ne pourra pas faire la cuisine la plus élémentaire. Mais il y a des exploitations forestières qui existent dans le NCAM. Est-ce qu'elles ne contribuent pas au développement local? Quelle est la réalité que vous vivez? La réalité de l'exploitation forestière, c'est que c'est un pillage à ciel ouvert. Vous le savez très bien. Nous saluons l'initiative du ministre des Forêts qui vient aujourd'hui, avec le concours du Premier ministre, de nous doter d'une forêt communale. Et parti de là, nous allons voir comment mettre en valeur le bois. C'est récent, ça. Mais l'essentiel de l'exploitation qui se fait par la récupération du bois, entre guillemets récupération, parce que c'est des abatteurs illégaux qui entrent dans les forêts et abattent, des ventes de coupe qui n'obéissent à aucun critère de prix véritable, qui sont véritablement des spoliations des communautés. Vous vous rendez compte que la redevance forestière, c'est un véritable sympare de mer, parce que entre son paiement et son encaissement, il y a tout un labyrinthe à franchir et ces ressources est véritablement imperceptible. Nous sommes encore en train de courir après ces redevances forestières. Mais bien au-delà, il y a ces aspects de planification opérationnelle du développement des territoires. Il est important pour l'État du Cameroun aujourd'hui, pour que toutes les villes ne soient pas à l'image de Yabassi, qu'il y ait ce qu'on appelle la définition minimale du confort résidentiel. Ça veut dire que
les quartiers, les villages, les communes doivent obéir à un contenu minimal. C'est une configuration que l'État doit définir et déployer des ressources au même titre que vous faites la recette de votre cuisine le jour de votre... chaque jour, vous donnez de l'argent. Mais cela, c'est l'un des objectifs que vise ce budget d'investissement public. Et pour cette année 2017, l'enveloppe allouée au département d'Uncam avoisine moins de 20 milliards de francs CFA. Par contre, le département du Vouri est à plus de 100 milliards de francs CFA. Comment vous analysez cette répartition du budget d'investissement public? C'est tout simplement l'inégalité des chances des individus et des communautés devant les ressources de la nation. Parce que le budget d'investissement public, moi j'aime à l'appeler le buffet d'investissement public. Pourquoi vous l'appelez ainsi? Le buffet d'investissement public parce que c'est une manne mise à la disposition de clans et de réseaux, quelquefois partisans, quelquefois philosophiques et autres, qui se partagent l'argent de la nation sans prescription d'usage préétabli. Est-ce que vous, qui êtes maire, vous n'en bénéficiez pas également? Non, je vous dis que s'il y a 10 maires ici qui peuvent vous dire les projets qui seront financés en 2018 dans leur localité, c'est que je vous aurais menti. C'est le plaidoyer des communes et villes unies du Cameroun. On voudrait qu'il y ait véritablement transfert des ressources et prescription d'emploi, ce qui n'est pas le cas. Et on se demande pourquoi ces réseaux bloquent la décentralisation. Ils voient dans la décentralisation une perte de pouvoir, une perte de manœuvre sur l'argent de la nation. On n'est pas ici pour contenter des clans, des réseaux, des individus. On est ici pour bâtir la nation Cameroun. Et bâtir la nation Cameroun, ça veut dire avoir une planification opérationnelle et stratégique de chaque territoire et de doter les moyens à chaque territoire de prendre en main son destin. C'est la clé, le gage essentiel même de la confiance du peuple envers les gouvernants et naturellement de l'unité de la nation. Si on n'arrive pas à cela, naturellement, le communautarisme va gagner du terrain et ça va frustrer beaucoup de personnes et ça créera non seulement l'immigration clandestine, mais ça pourra compromettre notre vivre ensemble. Alors, le chef de l'État a invité des jeunes à être des entrepreneurs agricoles. Et Yabassi est l'un des greniers agricoles les plus importants au Cameroun et même dans la sous-région. Alors, comment expliquez-vous que des jeunes invités à être des entrepreneurs agricoles désertent leur ville, Yabassi, abandonnent toutes ces terres pour venir à Douala ou pour se rendre à Yaoundé? Comment vivez-vous ce phénomène d'exode rural? Vous savez, dans une zone forestière, l'agriculture de subsistance archaïque est un leurre. Aucun individu ne peut vivre grâce à l'agriculture de subsistance. Il subsiste. Et quand on sait qu'à proximité de Yabassi, il y a la ville de Douala, il y a des activités parallèles, les gars, ils font tout simplement des revenus comparatifs, des revenus comparés entre la moto, la laverie de voitures et autres. Ils se disent, bon, si terrasser un arbre, le dessoucher, faire des andins, labourer, semer, récolter pour nourrir une femme, 3 gosses et tout ça, c'est avec pratiquement moins de 30 000 francs, il va vivre toute sa vie. Mais le gars, il se dit, pourquoi ne pas aller à Douala? Et peut-être de Douala, pourquoi ne pas aller au Maroc et ensuite traverser les océans pour arriver de l'autre côté? Ce qu'il faut au Cameroun, c'est une agriculture de développement. Ça suppose changer le système de production que nous avons, qui est un système agraire archaïque, par la modernisation. Et cette modernisation, ça intègre des broyeurs, des tracteurs d'une certaine puissance. Est-ce que justement le ministère de l'Agriculture n'investit pas assez dans votre localité en matière de projets participatifs pour développer ce secteur agricole? Le ministère de l'Agriculture fait le saupoudrage de la pauvreté. Ça ne créera jamais de la richesse. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce que vous appelez saupoudrage de la pauvreté dans le cadre du secteur agricole à Yabassi? Le Minader fait essentiellement des dotations, semences, engrais, des trucs comme ça, des arrosoirs. Mais le plus difficile de notre agriculture, c'est dans la nature même de notre sol, qui demande naturellement la mise en marche de la puissance des machines pour terrasser, agrandir des exploitations. Parce qu'à partir de 2-3 hectares, un individu ne peut plus travailler. Et la main-d'œuvre agricole, elle est insignifiante du point de vue du salaire. Il faut déjà créer au sein des communes des coopératives d'utilisation de machines agricoles. Avec 500 millions de francs CFA, on peut valablement donner pour objectif à chaque commune 10 000 hectares de production et on atteindra ce qu'on appelle des niveaux d'agriculture de développement. Si on ne fait pas cela, l'agriculture sera essentiellement l'eau de consolation des populations ayant échoué dans tous les domaines
et ce sera de la frustration. Aucun paysan ne souhaite laisser en héritage une telle agriculture à son enfant. Et c'est pour cela que c'est les plantations industrielles avec les capitaux étrangers qui arrivent. Quand vous voyez l'essentiel des multinationales, elles viennent avec quoi? Essentiellement du capital. Parce que les hommes qui travaillent, c'est des Camerounais. Et quand tu vois à quelle vitesse on brade le foncier agricole, c'est à se demander si le gouvernement de la République a conscience du fait que la terre est un facteur de production en économie. C'est vu dans le modèle de production Harold Omar. Dans ce modèle, on dit il y a 3 facteurs de production, la terre, le travail et le capital. À ça, on peut ajouter l'innovation et le progrès technique. Mais jusqu'aujourd'hui, la terre ne fait pas partie des plans et de la vision stratégique de développement du Cameroun. Et sur cette lancée-là, je peux vous dire que l'émergence sera un leurre, parce que si vous n'intégrez pas la terre comme facteur de production, dans un contexte où l'Organisation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture dit que d'ici 2050, il nous faudra trouver 30% de terres supplémentaires pour nourrir la planète, alors c'est dire que vous vendez l'avenir de votre jeunesse. Alors pour le cas du Cameroun, à peine 20 à 30% de ces terres arables sont exploitées jusqu'à ce jour. Mais les pouvoirs publics estiment également que les maires ne font pas assez et comptent seulement sur quelques ressources que pourrait transférer l'État, estimant que les maires ne cherchent pas à développer d'autres moyens de pouvoir engranger des recettes et répondre aux besoins de leur population. Que répondez-vous à cette critique? Ce que je dis, l'État du Cameroun veut essuyer son échec sur les maires. La vérité, c'est qu'on ne peut pas demander à une ménagère de refaire le carrelage de la maison avec une scie à pierre et un seau d'eau. La vérité, elle est celle-là. Ils ont tout le fric de la nation et ils demandent aux autres de faire le développement. Figurez-vous que le développement du Cameroun, au niveau des collectivités territoriales décentralisées, ne fait même pas 2% du budget d'investissement public. Est-ce à dire que le peuple est la priorité de ceux qui nous gouvernent? Je pense que non. Si le peuple n'est pas leur priorité, alors il va falloir qu'on se définisse nos priorités. Ce que nous exigeons dorénavant au niveau central, c'est qu'il y ait des lois de la répartition des ressources de la nation, qu'il y ait des lois de l'affectation même du budget d'investissement public à tous les territoires de la nation. C'est le seul gage de ramener la confiance de tous ces territoires qui commencent à devenir brûlants. Parce que si on ne donne pas assez de ressources aux populations décentralisées, aux territoires reculés, quelles seraient les conséquences? La conséquence, ça va être ce qu'on appelle l'implosion des villes. Et l'implosion des villes, ça va engendrer ce qu'on appelle l'implosion socio-économique naturellement et l'instabilité de nos localités. Mais il y a des projets structurants qui sont en cours de réalisation à Yabassi. Dans le plan d'urgence triennale du chef de l'État, il y a l'axe Douala-Bonepoupa, Yabassi. Est-ce que ces projets, pour vous, sont bien accueillis? C'est suffisant pour annoncer le développement? C'est salutaire, et c'est pour cela que je dis toujours merci au chef de l'État, parce que le plaidoyer que nous avons fait pour la route de Yabassi en entrée de mandat, en la baptisant la nationale Paul Biya, en écrivant au chef de l'État, a connu une suite favorable. Et quand le ministre Ambasala m'a appelé pour me dire que la route avait reçu son financement, j'étais le maire le plus heureux ce jour-là. Maintenant, il va falloir que les Yabassiens, les Nkamois, aient les moyens de tirer avantage de cette grosse infrastructure qui arrive. Et naturellement, il faudrait qu'ils aient les moyens. Sinon, on va ouvrir la route à l'accès aux fonciers et c'est les multinationales qui vont tirer bénéfice. Aujourd'hui, le challenge, ce n'est plus forcément d'ouvrir juste les espaces, mais c'est de doter chaque communauté des capacités productives pour faire partie de ce qu'on appelle le produit intérieur brut de cette nation. Ceux qui vendent les Mitumba, les Mukono et tout ça devraient moderniser leur production, produire davantage pour permettre de fournir des industries laitières de la ville qui ont besoin d'amidon. Et ce n'est pas avec 1-2 hectares qu'on fait ce travail-là. Il faut des machines, il faut une organisation à la base. Et cette organisation s'appelle la révolution agricole. Mais c'est la raison pour laquelle on octroie ces terres aux multinationales, elles accompagnent justement les exploitations locales dans l'amélioration de la productivité. Pour vous, ce schéma peut-il répondre à ces préoccupations sociales? Non, les multinationales viennent faire leur business propre. C'est l'esclavage de deuxième génération. Ça, c'est l'esclavage de deuxième génération parce que tous ces hommes qui travaillent dans les plantations, quand vous voyez leur parcours, leur vie, c'est des gens qui vivent vraiment, comme on dit, il y a à l'époque du Moyen-Âge. Tous ces hommes-là vivent pour développer des exploitations, mais non pas de vie propre. Il est question ici de revoir
la condition des travailleurs agricoles, de leur définir un salaire, une protection, une sécurité sociale. Il s'agit ici de véritablement mettre ce qu'on appelle un modèle social au Cameroun et un modèle de développement économique. Il y a la question de la santé et l'éducation. Alors, est-ce que Yabassi est doté des infrastructures adéquates qui permettent de répondre à ces besoins tout aussi vitaux pour la vie des populations? Yabassi a des bâtiments hospitaliers, mais le plateau technique, c'est celui qu'on connaît dans tout le Cameroun, qui est vide. On n'a pas de couveuse, on n'a pas des équipements d'analyse, on n'a presque pas. Le seul recours, c'est Douala qui a 90 km. Et quand vous devez parcourir avec un malade sur des routes comme celles que vous avez vues, il va de soi que l'espérance de vie du malade soit vraiment mince. Il est important pour nous aujourd'hui de faire ce que j'ai dit tout tantôt, la planification du confort résidentiel minimum qui intègre les normes de santé, les normes hospitalières et qui permettrait à chaque Camerounais d'avoir la chance de vivre dans son territoire sans être obligé d'aller vers la ville. Et ça s'appelle aussi la gouvernance opérationnelle et stratégique qui permettrait à chaque Camerounais de se sentir pris en charge. C'est ça l'égalité de chance. Est-ce que cette décentralisation mise en œuvre au Cameroun répond à ces questions dans les textes, mais aussi dans la manière dont cette décentralisation est appliquée au Cameroun? Il n'y a aucune décentralisation efficiente sans état final recherché. Dans une décentralisation, on définit des normes de résidence, des normes de vie, des conditions minimales de vie ensemble. Si on n'a pas défini cela, ça veut dire qu'on décentralise juste parce qu'on a obligation peut-être des bailleurs de fonds et on a une pression, on illustre la perfection, qu'on n'a aucune vision propre. La décentralisation, c'est exactement comme vous dites à chacun de vos enfants le matin, toi tu fais le petit déjeuner, l'autre il lave le sol, etc. Ça veut dire on fixe des objectifs. Les ministères s'accumulent les uns les autres sans objectif véritable parce que quand vous voyez ce que certains ministères font, en réalité tout ça est contenu dans la décentralisation. On devrait avoir moins de ministères mais plus d'efficience territoriale. Et ça veut dire quoi en termes simples? Ça veut dire qu'on fixerait dans le contexte de la décentralisation des ressources avec des prescriptions d'usage clés. Et sans cela, la décentralisation serait une autre façon de déporter des responsabilités vers des hommes qui n'ont peut-être pas eu des prescriptions d'emploi de cet argent. Et Merci. Je crois que la seule façon d'en sortir, c'est de faire une gouvernance opérationnelle et stratégique des territoires. Merci Jacques Maboula Boya. Je rappelle que vous êtes le maire de Yabassi, chef-lieu du département du Nkam. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Equinox Télévision pour suivre Parole de femmes, la tribune des femmes, où elles évoquent les problématiques qui les concernent au quotidien. Émission présentée par Julingue Nyondé. Bonne soirée sur cette même antenne. Seules quelques échoppes aux allures de boutique attirent des personnes dans ce qui tient lieu de centre commercial du chef-lieu du département du Nkam, qui regorge pourtant une élite de qualité. Nous avons beaucoup d'élites au Nkam. Ils ne font rien. On vit dans et ici, c'est les autorités que nous commandent. Tu ne peux pas parler, on va dire que c'est toi, c'est toi et toi. C'est pas facile chez nous ici. Donc on ne comprend pas vraiment ce que les élites veulent. Ils attendent lorsque la campagne est proche, c'est là ils commencent à faire des promotions. Après cela, dès qu'ils ont trouvé ce qu'ils ont, ils s'en foutent de nous. Mais au niveau de la campagne, ils nous promettent plein de choses, plein de surprises. Oh, il y aura tout pour vous, vraiment, on va faire tout pour vous, pour les jeunes. Mais après, on se rend compte que dès qu'ils obtiennent le poste qu'ils veulent, ils s'en foutent de nous. La ville de Yabassi manque d'espace de divertissement. Pas d'attractivité pouvant retenir la jeunesse, pas de championnat pour jeunes. La seule activité pratiquée ici par quelques jeunes est le transport par moto, le seul moyen de locomotion de cette localité. Les jeunes ont déserté Yabassi pour la recherche du bien-être. Les jeunes filent au village pour dire que le village c'est maudit. Il n'y a pas la route, il n'y a pas la lumière. Les jeunes sont en ville. Ils disent que non, le village c'est maudit. On cherche comment quitter le village. Non, tous les jeunes ont fui le village. Puisque tous les jeunes ne peuvent pas supporter. Vous voyez, on se lève un matin, on oublie de se balader partout, pas d'emploi, pas de rien. On a les grands élites, tous là, ils ne font rien pour nous vraiment et c'est très mauvais pour nous. Nous sommes en campagne, mais voyez-vous que les structures économiques du chef-lieu régional Douala attirent et absorbent sur le plan des forces économiques la population de Yabassi. Et le contraire aurait surpris, tant il est vrai que
les possibilités d'emploi, les facilités d'emploi, les facilités des conditions de vie, elles sont obligées de nous absorber tout notre potentiel. C'est maintenant à nous de nous battre pour offrir à nos résidents, à nos populations, des conditions de vie meilleures. Voilà pourquoi la jeunesse qui s'est déplacée, venant passer les congés, digérait mal l'absence prolongée de l'énergie électrique. Les jeunes sont obligés de partir pour essayer de rêver un peu, pour respirer. Rien que respirer parce que la nuit ici est infernale. On ne peut pas vivre dans le noir plus de 50 ans après les indépendances. Ça ne se justifie pas. Maman nourricière du département d'Uncam et en général de la région du littoral, grâce à son riche potentiel agricole, Yabassi continue de rester à la traîne. Donc notre ville, je ne peux pas dire qu'elle n'est pas malheureuse. Elle passe seulement des moments un peu difficiles. Et je peux dire que ce sont des obstacles passagers. Et rester là-dedans. Si tu veux te mettre à l'aise, tu n'as qu'à prendre la moto sans francs, tu vas aux toilettes publiques au marché central avant de revenir. C'est comme ça qu'on fonctionne ici. L'insécurité est également au rendez-vous. Il y a des pertes, nous sommes en plein air, il y a des bandits, il y a des pickpockets, il y a des nangaboko qui nous embêtent, qui nous raquettent même. Il y a des gens qui viennent demander 100 francs, 200, machin, qui raquettent. Si vous ne donnez pas 100 francs, vous ne donnez pas 200, le soir, ils vous promettent de venir. C'est ce que j'ai vécu ce matin. Qu'ils construisent le marché. On veut rentrer dans un marché bien construit. C'est ce qu'ils nous ont promis au début. Au départ, ils ont dit que c'était pour 6 mois. Aujourd'hui, on ne comprend plus rien. Pourtant, l'installation ici n'est pas gratuite. Notre contribution est de l'ordre de 3 000 francs mensuels. Nous versons aux percepteurs. Nous versons aux percepteurs qui envoient des collecteurs collectés. C'est pour le compte de la communauté urbaine. 600 stands, à raison de 3 000 francs par stand. Les commerçants attendent donc toujours que la communauté urbaine de Douala mette un terme à cette situation provisoire pour 6 mois au départ, mais qui perdure depuis plus de 5 ans. L'Université d'État de Marois a désormais son propre site pour la construction de son campus. Cependant, les voies d'accès sont impraticables. Une fois les charges de location réduites, cette institution compte poursuivre son plan d'investissement pour la prochaine année académique 2017 et 2018. Des couleurs mariales ont illuminé des paroisses catholiques pour symboliser la pureté spirituelle de la Vierge Marie, la mère de Jésus-Christ, élevée au ciel en ce jour d'Assomption. Le blanc est le signe de renoncement aux valeurs matérielles, la libération de l'âme et l'élévation spirituelle, une des couleurs mariales qui a été célébrée et qui a marqué donc la célébration de l'Assomption en ce jour. Des précisions dans ce reportage signé François Dikoumet et Mirabel Mazo. La Vierge de l'Immaculée Conception est élevée dans les cieux. La mère aux 3 couleurs symboliques, rose, bleu et blanc, a triomphé de la mort et est glorifiée dans le ciel, à l'exemple de son Fils unique. À l'autel de la cathédrale Saint-Pierre et Paul d'Aqua, comme une fleur rose, dans le jardin de Dieu, le rose représente cette femme vertueuse, prête à tout pour inculquer de bonnes valeurs à ses enfants. Marie est plus connue sous le symbole de la pureté, belle représentation de la couleur blanche qui décore ses effigies et surtout sa statuette. Nous n'avons pas de menace sécuritaire. C'est que les d'autres unités administratives vivent sous ces psychoses. Donc entre eux, il faut quand même dire le moindre mal, mieux vaut vivre ici que de vivre ailleurs. Le département d'Uncam et singulièrement l'arrondissement de Yabassi a besoin de se développer et de ce fait sollicite l'apport de son élite politico-administrative. C'était un grand reportage d'Innocent Abega et Flavien Valo-Dongo sur l'autre facette du sous-développement au Cameroun et nous prolongerons l'analyse et la pertinence de cette problématique de l'exode rural mais aussi de l'abandon de l'arrière-pays en deuxième partie du journal avec
Le maire de Yabassi, il est l'invité de ce journal. Dans le reste de l'actualité, que sont devenus des commerçants sinistrés du marché central et du marché Congo à Douala, plus de 5 ans après une série noire d'incendies ayant ravagé plusieurs dizaines de boutiques. Les victimes dénoncent la lenteur observée dans la réhabilitation et la modernisation de ces espaces marchands. Recasés sur la voie publique, ces victimes, commerçants sinistrés, n'ont pas toujours regagné leur boutique initiale et le mécontentement se lit sur les visages de ces commerçants recasés dans des endroits exigus, insalubres et peu sécurisés. Dani Warenzede et Sylvestre Zangao. De nombreux sondages révèlent que depuis sa création, le marché central de Douala figure parmi les plus fréquentés de la sous-région Afrique centrale, mais aussi parmi ceux qui ont connu les incendies les plus violents. La preuve, cet espace de plusieurs mètres carrés témoigne 8 ans après de l'ampleur des flammes qui avaient ravagé plusieurs boutiques en décembre 2009. Les murs portent encore les séquelles du passage du feu et les câbles pointés du doigt comme étant l'une des causes de l'incendie du fait de leur branchement anarchique jonchent encore le sol. Au marché Congo, lui aussi régulièrement visité par le feu, de nombreux commerçants n'ont toujours pas regagné leur boutique. C'est ici, en pleine chaussée, sur l'axe douche municipal Carrefour Anatole, que la communauté urbaine de Douala les a recasés, dans des boxes d'à peine 1 mètre carré pour certains, et aux grandes dames des automobilistes à qui la circulation a été fermée. Dans ce marché situé dans la rue, les conditions de travail ne sont pas toujours faciles. On était au marché là-bas, ça s'est brûlé. On nous a recasés ici au Goudron. Quand on nous recasait, on nous a dit que c'était pour un temps, que c'était pour 1 an. Qu'on supporte en attendant qu'on construise ce marché. Mais ça fait plus de 5 ans que nous sommes ici. Parfois, tu tournes ton dos, tu reviens qu'on a porté ton sac et on est parti avec. Quand nous sommes ici, on ne sait même pas ce qu'on fait ici. Et c'est parce qu'il faut qu'on déménage d'ici, on part là-bas, que chacun construise sa boutique. À la une de ce journal, une autre facette du Cameroun profond, c'est l'exode rural qui prend une ampleur inquiétante à Yabassi, invités à être des entrepreneurs agricoles. Des jeunes désertent le chef-lieu du CAM, abandonnent leurs terres pour chercher fortune ailleurs. Ce grenier agricole est devenu, au fil des ans, et plongé dans les abysses du sous-développement entre l'instabilité de l'énergie, la vétusté des infrastructures de base et le chômage galopant. Vous verrez dans ce journal les tréfonds de la misère où le monde rural vit sous le seuil de pauvreté dans l'indifférence totale. Un grand reportage réalisé à Yabassi, chef-lieu du département du CAM. 3 jours de deuil national au Burkina Faso après le carnage vécu dimanche soir dans la capitale burkinabé. Les autorités judiciaires de ce pays décrivent un mode opératoire des assaillants similaire à une autre attaque survenue il y a près de 19 mois. On fait le point dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Après le calvaire des routes impraticables sur l'axe Douala-Yaoundé, voici une autre facette de ce Cameroun profond qui inquiète. C'est l'exode rural qui prend une ampleur tout à fait inquiétante à Yabassi, chef-lieu du département du CAM. Presque tout le monde abandonne ses riches terres agricoles pour chercher fortune ailleurs. Ce grenier agricole Yabassi est plongé dans les abysses du sous-développement entre l'instabilité de l'énergie, la vétusté des infrastructures de base et le chômage galopant. Des jeunes sont confrontés à une misère rampante avec un niveau de vie en deçà du seuil de pauvreté, des populations qui dénoncent l'abandon des pouvoirs publics depuis de nombreuses années, un monde rural choyé pendant les périodes électorales et abandonné durant le reste de l'année. Évocation dans ce grand reportage signé Innocent Abega et Flavien Valodongo. Nous sommes à Yabassi. C'est le chef-lieu du département du CAM. À côté du problème des infrastructures routières, Yabassi vit en mode ralenti. Les coupures prolongées de l'énergie électrique ont souvent été à l'origine des mouvements d'humeur des populations de cette localité. Vous voyez, nous sommes là, on a fait la marche l'autre dernièrement, vous avez vu. On en a mal.
Chaque fois, on a des coupures. On ne comprend pas vraiment ce qui ne va pas. On ne comprend rien. Rien. Nous sommes là, les appareils se regardent dans les maisons. On ne comprend pas. On ne sait pas de là où nous vivons. Moi, je le dis. Je suis un Cameroun, je suis fier de le dire. Ceux qui me voient et qui vont me voir, qui doivent comprendre que oui, on n'a pas de parole, nous, le bas peuple, ici chez nous. C'est le Oula qui nous tue. Pour la lumière, des fois, on se folle, on a nos petits groupes. Pour avoir un peu de lumière dans la soirée, on allume. Et c'est très dur. C'est pas facile. Par un litre de carburant chez nous, quand il n'y a pas la lumière, il n'y a ni de pétrole, ni l'eau, ni de carburant, ni rien. On vit dans l'enfer chez nous à Yabassi. Effet de mode ou contagion, l'absence de l'énergie électrique crée obligatoirement la pénurie d'eau potable à Yabassi. Nous n'avons pas de cours d'eau proche ici là. Nous souffrons sérieusement. Comme moi j'ai des problèmes des amis, je ne bois pas n'importe quelle eau. Je peux que boire l'eau de la Sinec ou alors boire l'eau en sachet. Vous avez vu tout à l'heure ce que vous avez dans le congélateur. C'est à travers ça que nous vivons. Mais s'il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas de lumière, nous n'avons pas de route, nous ne sommes pas informés, nous n'avons pas de réseau, nous n'avons rien. Nous sommes séparés du monde. Vraiment, ayez pitié de nous. C'est encore le Cameroun, ça. Cumulé à cela, vous avez le problème d'eau dans la ville, avec les conditions d'hygiène et de santé dans les hôpitaux. Pour ces nourrissons, pour ces enfants, il y a tellement de problèmes qui sont liés à cela. Vous avez la station de carburant qui ne fonctionne pas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le transport coûte pratiquement... J'ai un chef qui revenait, qui vient de Ndokfaya, là. Pour partir de Ndokfaya, Yabassi, il a payé 5 000 francs. Ça veut dire, aller-retour, il va payer 10 000 francs pour moins de 40 km. Vous comprenez? C'est très grave. Yabassi est pourtant traversé par l'un des plus grands cours d'eau de la région du littoral, qui porte le nom de son département, à savoir l'Onkam. La ville de Yabassi marque le pas sur place et présente le visage d'un village au fil du temps. Cette unité administrative compte néanmoins des édifices publics victimes de la négligence et même de l'abandon. Tous ou presque trempés dans des herbes où des hommes et des bêtes se disputent l'espace de vie. Les services du préfet d'Unkam, par exemple, portent encore la mention province du littoral au lieu de région. Yabassi manque de véritable commerce.